Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos à partir de 10h30. Nous attendons vos appels, vos réactions, vos questions autour de la grève. Bref, on va commenter l'actualité avec vous à partir de 10h30. L'invité du jour, c'est Caroline Roux. Bonjour. Bonjour Caroline, merci d'être avec nous. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour Lily. On va parler avec vous de cette émission spéciale, c'est dans l'air spécial à 20h50 ce soir sur France 5, dans le piège de la dette. Oui. Et c'est vrai que dans le teasing, j'ai dit on aurait pu appeler ça où est passé le pognon, parce que c'est vraiment à cette question que vous répondez, cette question que se posent souvent les auditeurs de Sud Radio, c'est pourquoi n'y a-t-il pas, pourquoi est-ce qu'on manque d'argent dans les services publics? C'est un reportage extrêmement concret, un documentaire extrêmement concret. On va en reparler dans un instant. Est-ce que vous la regardez la télé, Caroline Roux? Peu. Non, franchement peu. J'ai assez peu le temps. Alors je cible. J'ai des programmes préférés, mais voilà. Alors quoi C'est quoi je suis assez série parce que c'est des formats qui me permettent. Voilà, c'est un format assez court, de regarder en replay, etc. Donc là, je suis dans The Crown. Voilà, la saison 3. La saison 3. Voilà. Ah, elle est formidable. Et donc, le soir, vous faites quoi? Alors, vous regardez pas la télé? J'ai encore une vieille habitude, c'est que je regarde toujours le 20h. Voilà, c'est une... De France 2, évidemment. Évidemment, je regarde le journal de France 2. Évidemment, donc toujours le 20h. Oui, toujours le 20h. Donc certains de mes enfants me disent mais tu peux le voir en replay, ou tu sais, il y a de la formation partout. Mais j'aime bien ce moment de rassemblement, on regarde le 20h. D'accord. Et les enfants, ils regardent quoi, eux? Les enfants, ils regardent leur smartphone, comme vos enfants. Oui, absolument. Mais ils regardent parfois des contenus intelligents sur les smartphones. Non, il y a des choses... Ils ont un compte Instagram, vos enfants? Bien sûr, ils ont un compte Instagram. Vous le regardez ou pas? Vous checkez ou vous laissez leur liberté? Non, je les surveille pas. Voilà, tout est assez ouvert. Ils sont. Alors, je crois qu'ils ont des comptes qui échappent un peu aux parents. Il y a le compte officiel et puis il y a les comptes entre eux. Le compte un peu plus. Donc, vous faites quoi le soir si vous regardez pas la télé? Je travaille. Vous vous souvenez de mon rythme un peu pas C'est vrai possible. que les 4 vérités tous les matins sur France 2 dans Télématin. Vous êtes tous les jours sur France 5 pour C'est dans l'air. Donc, c'est donc lever 5h30 et tout ça. Donc couchez tôt. Vous n'avez pas vu le bazar de la charité sur TF1? Si, j'ai vu le premier. Voilà. Hier, c'était les 2 derniers épisodes. 6 935 000 téléspectateurs. Carton absolu. 6 403 000 pour le tout dernier épisode à 23h15. C'est 300 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière. Ça a vraiment tenu jusqu'au bout le nombre de téléspectateurs. Et pourquoi vous n'êtes pas allé au bout? Non, mais une question de temps. J'ai trouvé que le premier était très bien fait. C'était un super casting, il y a des moyens, ça se voit. Et en tout cas, je me suis fait prendre dès le premier épisode, mais je les regarderai ensuite. L'amour est dans le pré. Puisque c'est Netflix qui va reprendre la diffusion. L'amour est dans le pré, vous regardez? Vous avez regardé? Non, jamais. Non. 3 684 000 téléspectateurs, deuxième position. C'était le bilan de la saison 14. 200 000 téléspectateurs de moins. Et puis la série britannique de Fix qui marchait pas terrible sur France 2. 1 769 000 téléspectateurs. Voilà, ça n'a pas pris. Voilà, il y a des séries qui prennent, d'autres qui prennent pas. Qu'avez-vous regardé à la télé? Nos auditeurs nous appellent 0826 300 300. On a Marie-Josée en ligne avec nous. Bonjour Marie-Josée. Oui, bonjour. Alors, vous avez regardé quoi vous hier? Le bazar de la charité. Je l'ai suivi activement parce qu'il y a beaucoup de suspense. Je me suis régalée en fait. Et ça vient d'un événement qui s'est passé réellement dans l'histoire, que j'ai pas encore bien étudié. Et je pense que j'achèterai le roman pour le lire. Alors le roman, moi je vous conseille La part des flammes de Gaëlle Nohan. Ça existe en livre de poche. Vous notez son nom. C'est elle qui a un petit peu révélé cette affaire au grand public. C'est un livre qui est très très réussi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, qui a été récompensé par plusieurs prix. Ça existe en collection de poche, donc ça s'appelle La part des flammes. Et je vous conseille de le lire parce que c'est absolument, c'est super. Il y a autant de suspense que dans la série. Sur la chaîne Histoire, même en replay, sur MyTF1, vous allez sur la chaîne Histoire en documentaire, vous avez la vraie histoire du bazar de la charité. Qui est très différente de la fiction et de la série. Qui raconte vraiment l'histoire du bazar. Dans la série de TF1, il y a eu vraiment, il n'y a pas la sœur de Sissi, par exemple, qui a péri. Il y a des choses qui sont complètement... On est obligé de faire des choix et on est axé sur 3 personnages, alors que effectivement le drame a été beaucoup plus important. Delphine est en ligne également. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous nous appelez du Lot. Vous avez regardé L'amour est dans le pré. J'ai regardé L'amour est dans le pré, le bilan, la fin, pour savoir un petit peu... Qui reste avec qui? Pardon?
Pour savoir qui reste avec qui? Ouais, c'est ça. Et puis voilà, pour suivre un peu, même si j'ai suivi tout le long de la saison, c'est un petit récapitulatif. Ça nous refait voir un peu les débuts et puis voilà ce qui se passe. Vous avez suivi toute la saison? Ouais, plus ou moins, ouais. Bon, vous aviez un favori? Un chouchou? Un favori, pas un chouchou, mais le personnage de l'Aveyron, de Capdenac, était assez exceptionnel, quoi. Ouais. Didier. Oui. Vous avez vu, il a trouvé le grand amour, Didier. Tant mieux pour lui. Il n'y a pas de raison. Ben oui. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Merci de nous avoir appelés. 0826 300 300. Caroline Roux, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand? Il y a 1000 ans. Non, je vous donne pas la date. C'était pour quelle émission? Pour quel dans la quel première cadre? fois qu'on m'a vu à la télé, c'était pour Nous ne sommes pas des anges. Ouais. C'était une émission sur Canal+, qui était présentée par Maïtena Birabin. Auparavant, j'étais sur Europe 1, j'étais journaliste politique, et puis d'un coup, j'en ai eu marre. Je me suis dit, allez, il faut que je change, il faut que j'apprenne autre chose. Et je suis partie quasiment du jour au lendemain pour faire cette émission sur Canal+, avec à l'époque le producteur de l'émission, qui était Jérôme Bellet, qui avait été aussi patron de Europe 1. Et alors, j'ai débarqué là, je ne savais rien de la télé. Il y a cette anecdote très drôle que raconte souvent aussi Daphné Burki. Donc j'arrive, je ne sais pas comment fonctionne un plateau de télé, je pense que les micros sont comme ici, c'est-à-dire posés sur la table. Quelqu'un me dit, mets ton micro. Donc là, je vois arriver une petite capsule et je suis perdue. Donc je vous regarde Daphné Burki, qui a l'air tellement gentille. Et je lui dis, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre mon micro? Donc là, elle se dit, c'est qui cette débile? Et elle garde en tête ce souvenir. Voilà, alors elle m'a dit, bah non, c'est plutôt les gens qui sont à la technique là-bas qui vont t'aider. Et j'ai déboulé sur ce plateau. Heureusement, Maïtena Birabin est très généreuse, donc elle s'est rendue compte que j'étais en panique. Et vous faisiez quoi comme chronique? Je faisais des chroniques, alors c'était des thématiques un peu société, et moi j'avais une approche un peu plus journalistique, je faisais des encadrés, un peu informés sur le sujet du jour. Voilà, mais je me suis dit au bout de 2 jours, mais qu'est-ce que je fais là? Et voilà, j'étais limite malade avant d'aller à l'antenne. C'était une expérience assez violente. L'événement historique qui vous a marqué à la télévision? Je suis de la génération des Twins, des Twin Towers. Et c'était là aussi un moment assez particulier. J'étais en déplacement avec Jacques Chirac à l'époque. Et on a vu à un moment donné tout l'entourage de Jacques Chirac se raidir, devenir blanc, improviser une cellule de crise en marge du déplacement. Et ce qui était terrible, c'est que je n'ai vu les images du 11 septembre que vers 22h en rentrant, parce qu'on était à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait rien. Et j'ai pris 20 minutes d'images en pleine face lorsque je suis arrivée à Europe 1. Et voilà, c'est évidemment le souvenir historique qui m'a le plus marqué à la télé. C'est vrai, vous dites que je suis de la génération Twin Towers. Quand je pose cette question, en général, il y a soit le premier pas sur la Lune, soit les Twin Towers. C'est en fonction de le premier pas sur la Lune. Surtout au moment où on parle de la réforme des retraites. Voilà, je ne me souviens pas non plus. Est-ce qu'il y a une émission qui vous manque à la télé, une émission qui vous a marqué dans votre enfance? Capitaine Flamme, non? Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Évidemment. J'étais amoureuse de Capitaine Flamme. Je peux le confesser aujourd'hui. Ah là là, ça c'est une rêve. Non, moi, on va être repris partout. Là. Vous savez qu'on va avoir la révélation, le buzz absolu. Elle était amoureuse de Capitaine Flamme. Non, mais je suis pas du tout passéiste, moi. Je suis pas du tout nostalgique. Non, mais c'est des souvenirs. Là, c'était plus un souvenir. Oui, j'ai pas d'émission comme ça où je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'elle me manque au quotidien. Moi, je trouve qu'il y a plein de formats nouveaux, il y a plein de présentateurs nouveaux, il y a plein de supports différents. Donc, je suis plutôt tournée vers des nouveaux modèles que des... Je suis quand même surpris, Capitaine Flamme, c'est quand même un truc très vous garçon. A marqué. Je sens que ça vous a marqué. Je m'attendais à Princesse Sarah. Mais pas du tout, parce que j'étais très garçon manqué, si vous voulez qu'on parle de mon enfance. Voilà. Donc... Ouais, c'est un truc de garçon. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Moi, je regardais Candy. Ça m'étonne pas de vous. Ça vous traumatise. Voilà. On va en parler tous les deux. C'est parti pour le zapping et une nouvelle journée de galère. Et pour commencer, cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, la bousculade Gare du Nord, où vous voyez tout le monde veut rentrer dans les wagons déjà bondés. Et même sans l'image, on comprend ce qui se passe. Vous arrêtez de pousser, putain! Vous arrêtez! C'est le son du jour. Pour Fabien Vidieu de Sudrail sur BFM, il suffit d'être philosophe. Il y a beaucoup d'usagers qui nous défendent et qui se mobilisent parce que les usagers, c'est aussi des travailleurs, c'est aussi des salariés, donc il y a une bonne partie qui nous soutient. Mais je leur dis une chose très simple. Mieux vaut galérer quelques jours dans les transports
plutôt qu'être obligé de travailler 5 ans de plus. Parce qu'aujourd'hui, la réforme qui est proposée, c'est-à-dire le système de retraite à points, va obliger les gens à travailler 5 ans de plus. Donc qu'est-ce qu'ils veulent choisir? Galérer 10 jours ou 15 jours dans les transports ou être obligé de 5 ans de plus? Jacques Attali, lui, est en colère, comme l'a montré C'est à vous hier sur France 5 en reprenant une interview de RTL, où pour lui, Emmanuel Macron s'y prend très mal. Je pense qu'il faut respecter la parole donnée. Les gens qui ont un contrat doivent le voir respecter. Donc ça veut dire que ça prendra du temps. Ça veut dire que le débat actuel est un débat pour dans 50 ans. J'enrage de voir ce projet de réforme si mal vendu et si mal préparé et si mal équilibré. J'enrage parce qu'il est nécessaire de faire une réforme. Une preuve sur le terrain avec Jean-Baptiste Djebbari. Le ministre des Transports était en visite au gilet rouge de la SNCF et filmé par Quotidien, il va être plutôt maladroit. Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, s'est rendu gare Montparnasse. À ses côtés, le nouveau PDG de la SNCF. Tous les deux vont saluer les gilets rouges, ceux qui ne font pas grève. Écoutez du coup le raccourci que fait le ministre. Et alors du coup, la réforme des retraites, ça vous ou alors j'ai essayé, ça se tentait. Je me suis dit, j'ai trouvé 10 personnes en France qui ont compris ce qu'on faisait. Et restons à la SNCF avec Laurent Brun de la CGT Cheminot qui était sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Pour lui, on a les moyens de financer ses retraites. Regardons comment la répartition des richesses a évolué. Voilà. Aujourd'hui, la répartition des richesses, elle va sur les dividendes aux actionnaires. 200 milliards d'euros l'année dernière. C'est probablement 6 fois ce qu'il faut pour financer les retraites. On sort là du mécanisme et du circuit habituel de solidarité de financement des retraites. Non, mais c'est un autre débat. Parce que les profits viennent du fait que les salaires diminuent et que, quand on demande l'augmentation des cotisations sociales, ça fait mécaniquement diminuer les dividendes. Ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai que les images du métro, des transports sont assez, vous les avez vues, j'imagine, bien sûr, complètement saisissantes. Et c'est vrai que cette grève, il dit quelques jours, on a l'impression qu'elle est quand même partie pour durer. L'émission de ce soir, c'est dans l'air spécial, dans le piège de la dette, s'inscrit dans cette ligne directe, en fait, et cette question qu'ont posé les Gilets jaunes il y a un an et que nos auditeurs à Sud Radio posent régulièrement, c'est comment se fait-il que notre pays soit aussi endetté et qu'il y ait aussi peu d'argent dans les services publics? Et là, on est vraiment raccord avec l'actualité du jour. Demain, Édouard Philippe va faire des annonces sur les contours et l'architecture de la réforme des retraites. Il y a fort à parier que, comme souvent, d'ailleurs, c'est ça la politique, et il y a des arbitrages qui sont faits, par exemple, pour les enseignants, en revalorisant une partie des rémunérations des enseignants. Donc, en fait, c'est des réformes qui coûtent, au bout du compte. Et il y a toujours la question des finances publiques. Est-ce que, vous voyez, c'était dans le débat ces derniers jours, est-ce qu'il faut faire une réforme paramétrique, c'est-à-dire essayer de remettre les comptes à l'équilibre d'ici à 2025? Là, on se tourne vers les finances publiques et on dit, oui, il faudra le faire, mais politiquement, est-ce que ça va passer? Et c'est vrai que ça peut paraître un peu la face nord de l'Everest, ce sujet, en disant, 20h50, on va vous embarquer pour parler de la dette. Mais en réalité, c'est très concret. C'est le cœur de cette vie ensemble. Et vous avez parfaitement raison, et ça me fait plaisir que vous le notiez. On a eu envie de faire ce documentaire assez dans l'air parce qu'on est parti de cette question de Jacqueline Moreau pendant la crise des Gilets jaunes. Il disait, mais qu'avez-vous fait du pognon? Mais moi, je l'aurais titré comme ça parce que je trouve que le documentaire reflète plus cette question que dans le piège de la dette, parce que c'est un documentaire qui est extrêmement concret. Vous êtes allé à la fois sur le terrain et puis vous avez interrogé des élus sans concession, comme on dit, sur la maternité, par exemple, qui doit fermer à Saint-Dié. Donc c'est très concret. Vous êtes au cœur de la problématique des gens et des services publics qui dysfonctionnent aujourd'hui. Mais en fait, comme c'est dans l'air, on est dans le news, on est dans la réponse à ces questions, mais on prend un petit peu de champ et puis on s'éloigne un peu de la France et puis on regarde ce qui se passe aux États-Unis et puis on regarde ce qui se passe sur les places financières et puis on se dit, alors on part effectivement de la maternité de Saint-Dié ou de la situation des services publics à Privas et puis on arrive à ce qui peut se passer aux États-Unis, à Newark, dans cette ville où, parce qu'on n'a pas investi dans les réseaux d'eau potable, et aujourd'hui, à quelques kilomètres de New York, on boit de l'eau en bouteille parce qu'on ne peut plus prendre de l'eau du robinet. On voit les conséquences et on continue, et puis on arrive à la bourse de New York. Et là, on se dit, mais alors attendez, on a 230 000 milliards de dettes au niveau mondial. À un moment donné, si les taux se retournent, qu'est-ce qui se passe? Et on est dans une situation absolument folle où aujourd'hui, les emprunteurs sont plus récompensés que les épargnants. Donc on a des États comme la France, on peut penser que c'est bien ou c'est pas bien, d'ailleurs c'est un débat d'économistes qu'on pose dans le film, qui disent on va continuer à emprunter, on va continuer à creuser la dette, on va arriver à 100% de point de vue, mais on termine, excusez-moi je vous ai coupé, mais on termine le documentaire avec cette question.
qu'est-ce qui se passe si ça se retourne ? S'il y a un moment donné, les taux d'intérêt se retournent. Donc on part de la maternité de Saint-Dié. Pour arriver, pour prendre du champ. Disons, si on vous parle en permanence de la dette, des finances publiques et qu'il y a ces problématiques-là dans le débat politique, c'est aussi parce que peut-être qu'il y a ça à terme, quoi. Mais d'ailleurs, le documentaire démarre en fait avec l'alternance entre la courbe qui monte de l'endettement de la France, et entre chaque intervalle de cette courbe, vous avez un homme politique qui dit il faut régler le problème de la dette. Ça part de Raymond Barre, ça part de tout le monde. Et ce début où on alterne des gens sur la dette et la dette continue à monter, pourquoi personne ne les arrête ? Parce qu'on démontre dans le film que c'est pas si simple, parce que derrière il y a des gens. Parce que quand on dit qu'il faut faire des économies, il faut faire des économies, on le dit à Paris, on le dit à la Cour des comptes, on le dit. Et puis on arrive sur le terrain, et puis on ferme une maternité. Et puis le jour où on ferme une maternité, il y a un papa qui raconte dans le documentaire qu'il a perdu son fils, son bébé, parce que à un moment donné, sa femme, au moment d'accoucher, l'hélicoptère d'urgence n'est pas arrivé. En faisant des économies, ça a des conséquences. Donc ça a des conséquences dans la présence des services publics sur le terrain, etc. C'est pas hors sol de dire on va réduire les budgets. En réalité, il y a des impacts dans la vie de chacun d'entre nous. Et en même temps, quand on fait des dépenses, quand on décide des dépenses, qu'on montre dans le documentaire, et ça je trouve que il faut vraiment le mettre en avant, c'est qu'en France, la difficulté, c'est pas qu'on dépense pas, on a 58% de dépenses c'est ça qui est fou, tournées vers les dépenses sociales. On va tous être très heureux. C'est le pays européen qui redistribue le plus, en fait, et on a ce sentiment que l'argent n'arrive pas. C'est exactement, précisément ce que nous dit Didier Migaud, qui est le patron de la Cour des comptes, qui dit, et d'ailleurs, c'est une scène assez drôle, parce que je lui pose la question de Jacqueline Moreau, gilet jaune, qui dit, qu'avez-vous fait du pognon ? Et il dit, mais cette question est légitime. Bien sûr. Cette question elle est légitime parce qu'on en met du pognon. Mais le problème, c'est qu'il est mal utilisé. Et c'est là, je trouve, que le documentaire met le doigt sur quelque chose d'intéressant, outre toutes les autres séquences sur lesquelles vraiment on est dans le concret, c'est de dire, mais il y a de l'argent, mais en fait, il n'arrive pas, il n'est pas bien utilisé, les process sont pas les bons, la machine, l'appareil d'État est plus suffisamment agile pour que ça arrive aux bonnes personnes au bon moment. Et puis la question aussi qui est posée, c'est où prendre l'argent ? C'est-à-dire la question de taxer les entreprises, qui est évoquée aussi dans le documentaire et qui est souvent évoquée. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que nous, on est plus sur l'idée des arbitrages politiques. Bien sûr, Et c'est étonnant que vous fassiez... c'est marrant que vous fassiez allusion à ce début de documentaire où on voit déclaration après déclaration. Et c'est toujours la même chose. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a une intelligence collective dans ce pays qui adore la politique et que les gens l'ont compris. Et que la colère qui est née de tout ça, c'est qu'ils ont compris que ça fait des années qu'on leur dit « Vous inquiétez pas, là, vous allez faire des efforts. » Mais on vous garantit, que vous en ouvrez pour votre argent, et que les services publics, ça va bien marcher, et que 2, on va désendetter le pays. Et en fait, ça marche pas. Et donc, vous en êtes ressorti comment de ce documentaire ? Optimiste, pessimiste ? Non, j'en suis ressortie avec une interrogation. Et c'est ce que j'aime dans C'est dans l'air, c'est que tous les soirs, j'arrive avec des certitudes, je ressors avec des doutes. Et donc, c'est formidable, parce que ça m'oblige à réfléchir en permanence et de pas être dans la caricature. Et je me suis dit, en fait, il y a un débat d'économistes. Et on termine le doc en disant la planète financière retient son souffle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des économistes, et les plus grands, les prix Nobel d'économie, qui disent faut emprunter, faut investir, les taux sont bas, faut profiter de ce système-là pour rénover les infrastructures, pour mettre des services publics partout, etc. Et puis à l'autre côté, des experts qui disent non, attention, faut arrêter maintenant, parce que si ça se retourne, on va au tapis. Et je suis restée entre les deux. Et Gérald Darmanin, notre ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vous a dit de cette rencontre de l'action et des comptes publics ? Il y avait une sincérité dans cette interview. Il reconnaît que ils arrivent au pouvoir en disant on va supprimer 120 000 fonctionnaires. Et puis après ils sont au pouvoir. Et puis après les gilets jaunes. Et puis après ils disent en fait on va pas supprimer 120 000 fonctionnaires. On va pas faire comme ça. Donc en fait il y a la politique, la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et il reconnaît qu'il y a eu à un moment donné une réalité et qui est toujours la même dans le documentaire. Je crois que c'est Éric Woerth qui dit on a tous notre crise des gilets jaunes, on a tous notre crise de 2008, on a tous ce moment, on peut pas exactement faire ce qu'on a dit. C'est un peu triste comme constat. Ça veut dire que non, moi, je suis pas les politiques pour lesquels on vote ne peuvent pas faire grand-chose et sont pris dans le système. Moi, je vais vous dire parfois... moi, c'est le sentiment que j'ai eu, en fait. Oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai eu le sentiment qu'à un moment donné, je crois à la politique, moi, encore aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être ça la différence. Il y a quand on dit Capitaine Flamme, et ça, il y a une différence entre nous. Et moi, je suis plutôt rassurée de voir qu'une fois aux responsabilités, à un moment donné, un homme politique se dit le pays n'est pas prêt. Je ne vais pas y aller à la serpe parce que je l'ai dit dans ma campagne présidentielle. Donc on va regarder ce qui est en train de se passer.
Emmanuel Macron a dit je vais réformer, il y est allé, et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est. Pour l'instant, il a l'air de dire qu'il va tenir. On va voir. On va voir. Vous y croyez ? Vous pensez que c'est ça qui peut tenir? Il a Moi, quand je pense que le pays est très fragile. Donc, on est sur un terrain un peu éruptif. Donc, est-ce que c'est la bonne réforme ou pas? J'ai pas encore d'avis, je vais vous dire. C'est pour ça qu'on fait une émission ce soir précisément sur cette réforme par points, parce que je vous avoue que j'y comprends rien. Donc, c'est bien que voilà, je l'assume. Je trouve que le sujet est très technique et à un moment donné, je me dis pourquoi on a besoin d'une réforme et pourquoi de celle-ci. Donc, j'ai l'impression que est-ce que le pays est prêt à ça? J'entendais Jacques Attali tout à l'heure. Je suis pas loin d'être d'accord avec ce qu'il dit. Fallait mettre les formes. Peut-être que sur la méthode, c'est la méthode. Il y a eu du mou dans le manche, comme on dit chez moi dans l'Isère. C'est dans l'air, donc du lundi au vendredi. Il faut dire que vous faites d'excellents scores en moyenne. 1 300 000 téléspectateurs, record de la saison. 1 700 000 téléspectateurs. C'est aussi le samedi avec Axel de Tarlet. Et l'émission, il faut le rappeler, existe depuis 2001. C'est avec un succès jamais démenti. Et je précise que le film de ce soir est réalisé par Alain Pirot. Alain Pirot, absolument. Voilà, le film sur la dette, 20h50. Dans le piège de la dette, 20h50 sur France 5, à ne pas manquer. Vraiment, ce soir, c'est très concret. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pas un cours d'économie. Il y a à la fois ces experts qui sont là, mais qui sont extrêmement concrets parce que vous êtes là pour les remettre au milieu du sujet et leur dire mais pourquoi et pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup, Caroline Roux, d'être passée ce matin par Sud Radio.